Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Chaljoum. Je suis Hovig et aujourd'hui je suis accompagné de Caroline, de Loris et de Thomas. On est sur la Péniche Anaco dans le 19e arrondissement de Paris. C'est un lieu qu'on aime beaucoup et on remercie l'ensemble de l'équipe de la Péniche de nous accueillir. Alors notre actualité elle est riche, on n'a pas chômé cet été, donc je donne la parole à Caroline qui va nous résumer nos actualités du moment. Bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Hovig, on a été présents cet été. D'abord, on a été invité cette rentrée par la mairie du 10e à la journée des associations culturelles. Ensuite, on a fait une vidéo de solidarité à Moussa avec nos camarades de Norzartung qui sont présents à Beyrouth en Californie, en Utah. Et enfin, je vais aussi énoncer le fait qu'on a fait une émission sur la radio Arménie de Lyon qui s'appelle L'or bleu contre l'or jaune, que je vous invite à écouter. Et je crois qu'on a fait également une vidéo sur Amolsage. Tu en parles? La vidéo de solidarité. Oui. Oui. Donc on a fait une vidéo de solidarité sur Amolsage. Donc on s'est organisé avec un collectif de militants du monde entier, de diverses associations, des États-Unis, de Beyrouth, d'un peu partout aux États-Unis, de Beyrouth au Liban, d'Istanbul il me semble, d'Arménie, de France, et peut-être d'ailleurs. On n'a oublié personne. Voilà, je crois qu'on a oublié personne. De l'État, ouais, exactement. Pardonnez-nous si on vous oublie. Donc on a fait une vidéo pour sensibiliser à la question de l'exploitation de la mine d'Amulsal, dont on va parler tout de suite. Est-ce que l'un de vous veut rappeler rapidement le contexte Le contexte militant, on va dire, on a vu, nous, cet été, un certain nombre de militants en Arménie, alors pas seulement spécifiquement sur Amolsage, mais aussi, alors tout se recoupe évidemment. On a vu nos camarades de Sef Bibal en Arménie, hein, qui ont, eux, une émission qui est diffusée par podcast sur Internet, à laquelle on a participé avec Sef Bibal, nous, Chaljoum, et notre camarade Kalnig de Beyrouth, qui est militant et droits humains. Sur les questions d'écologie, sur les questions de diaspora aussi. Par exemple, ils étaient totalement scandalisés de ce qui nous était arrivé au 24 avril dernier à Paris. Et eux-mêmes nous ont raconté un peu ce qui s'y passait sur les questions d'énergie, par exemple, à Beyrouth, où il y a des compromissions terribles avec la Turquie, hein, de la part des institutions arméniennes. Voilà. Et tous les militants sur place, que ce soit les militants spécifiques sur la question de l'égalité, sur la question de la répartition des richesses, sur la question de la démocratie, sur la question du féminisme, ils sont aussi tous engagés sur Amolsage. Quand je dis tous, c'est que dans leurs locaux, on voit les pancartes qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, dans les manifs. Et donc sur Amolsage, ils se sont mis en mouvement. Ils nous ont demandé aussi de montrer que la diaspora était solidaire de ce qui se passait en Arménie à Amolsage. C'est pour ça aussi qu'on a fait cette vidéo qui a très bien fonctionné. Hein. On espère que ça a fait que les gens puissent se mettre debout aussi en diaspora sur cette question d'Amolsage contre l'exploitation irrespectueuse de la nature et des droits environnementaux et des droits humains, notamment la question des travailleurs à Amolsage. Donc voilà. Il y a toujours des blocus à Amolsage à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on est mi-octobre, à l'heure où on enregistre cette vidéo, il n'y a pas de manifestation dans Yerevan à l'heure actuelle, enfin pas autant qu'il y a quelques semaines. Pourquoi? Parce que tout le monde attend les décisions de Nicole Pachinian qui a fait des revirements. Hein. Au début, c'était on y va à fond. Nous, nos camarades sur place en Arménie nous ont annoncé juste avant la fin des Jeux panarméniens, que visiblement il y avait encore des freins à la révolution parce que le nouveau pouvoir attendait la fin des Jeux et que les diasporiques soient partis pour envoyer des forces de police, l'armée et faire de la répression. C'est quasiment ce qui a failli se passer. Donc les manifs ont commencé à ce moment-là en Arménie. Voilà, donc là, Pachinian voulait y aller assez rapidement au début, il a un peu freiné, donc on attend tous la décision de l'exécutif. Merci Loris pour ce petit feedback de ce qui s'est passé en Arménie, de ce dont tu as été témoin toi puisque tu y étais cet été. Alors Thomas, est-ce que tu pourrais nous parler plus spécifiquement de cette entreprise qui est Lydian International et de sa stratégie pour s'implanter en Arménie? Enfin, est-ce que tu as des choses à nous raconter dessus?
Ouais, et effectivement, on en avait parlé dans les anciennes vidéos et je pense que c'est bien d'approfondir un petit peu, d'autant qu'on a parlé, Yariché en a parlé à la radio à Lyon. Lydian International, c'est une entreprise, au final, on la connaît très mal. C'est une entreprise, à la base, c'est Lydian Armenia, qui dépend de Lydian International, qui est une entreprise qui a un EBITDA négatif. Ça veut dire qu'elle ne génère pas d'argent. C'est-à-dire qu'aucun marché financier ne lui ferait confiance. D'ailleurs, c'est simple, les cours de la bourse lui donnent une action à quasiment zéro. Donc les marchés financiers ne lui font pas confiance, mais les gouvernements du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni demandent à l'Arménie de lui faire confiance. C'est un petit peu difficile. C'est aussi une entreprise qui utilise des méthodes souvent assez douteuses. Et effectivement, Nicole Pachinian au début était 100% pour que le Lydian continue à exploiter la mine, enfin essaie d'exploiter la mine. Il y a eu un audit qui a été réalisé, je crois que c'est par une entreprise libanaise, qui a rendu son rapport au ministère de l'écologie, et le ministre de l'écologie a dit c'est bon, il n'y a pas de risque, Lydian peut exploiter. Et finalement, c'est l'entreprise qui a fait l'audit elle-même qui a dit soit vous n'avez pas vraiment lu notre audit, soit vous ne l'avez pas très bien compris, mais on dit qu'il n'y a aucune raison d'exploiter parce que c'est. Enfin, il n'y a aucune garantie que ça se passe bien. Et si je ne me trompe pas, je crois que c'était dans un débat télévisé où Pachinian était présent et lui-même se dit mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a menti. Au début, Lydian a dit l'entreprise qui a fait l'audit est géniale. Après ce petit débat, elle a dit c'est une entreprise qui n'y connaît rien. Bon, c'est un petit peu difficile. C'est aussi une entreprise qui est basée au Canada. Et au Canada, il faut savoir que la bourse de Toronto, ce que m'avait expliqué Yariché, c'est un paradis fiscal pour les entreprises d'extraction minière. Ce qui explique qu'il y a énormément d'entreprises qui sont basées au Canada et qui ensuite utilisent aussi un mécanisme, et là c'est ce qui menace l'Arménie, en particulier Pachinian, qui s'appelle en anglais l'ISDS, je ne me souviens plus exactement de la traduction, mais on a traduit un article qui est disponible sur le site de Chargeroom, que vous pouvez retrouver, qui explique ce mécanisme, où en fait une entreprise peut porter plainte contre un État quand elle s'estime dépossédée de ce qu'elle avait acquis, et c'est ce que Lydian a menacé de faire. Il faut savoir que c'est avec des tribunaux internationaux douteux, en tout cas d'après ce que dit l'article qu'on a traduit, et que à ce titre-là, le record qui a été payé par un État, c'est la Russie qui a dû payer à Yukos 50 milliards de dollars pour une entreprise qui était en faillite et qui exploitait du pétrole, mais qui était en faillite. Et donc la Russie voulait reprendre la main sur ses ressources naturelles. Yukos a eu recours au mécanisme de l'ISDS pour empêcher ça, et la Russie a dû payer 50 milliards de dollars à une entreprise en faillite. On marche quand même un petit peu sur la tête. Aujourd'hui, s'il faut payer à Lydian les compensations, un, de ce que Lydian a déjà mis en place, deux, de ce qu'elle suppose pouvoir exploiter avec la mine, ça coûte très cher à l'Arménie. Et c'est en partie pourquoi Pachinian, outre son idéologie libérale qui est évidente, en partie pourquoi Pachinian a aussi est un petit peu otage de Lydian. Il faut savoir aussi que ce type de conflit lié à l'ISDS ou même à l'extraction minière, je pense que c'est important de comprendre qu'il y en a partout dans le monde et que la lutte de Amulsar, d'un côté, elle est très locale, et l'autre, c'est une lutte qui est presque internationale parce qu'on trouve ça partout. Le mécanisme de l'ISDS, ça a été mis en place au Costa Rica pour une mine qui s'appelle Las Crucitas, exploitée par une entreprise canadienne qui s'appelle Infinito. En Roumanie, il y a eu les plus grandes mobilisations depuis la chute de Ceausescu pour empêcher l'exploitation d'une mine, je crois, d'or, dans un site qui s'appelle Rocha Montana, exploité par une entreprise canadienne qui s'appelle Gabriel Resources et qui a maintenant recours à l'ISDS pour essayer de forcer l'exploitation de la mine au moment d'avoir une compensation. En Macédoine, il y a une entreprise canadienne qui essaie d'exploiter une mine. 97% de la ville à côté a voté contre l'exploitation de la mine. L'entreprise s'appelle Nefsan. En Turquie, il y a des exploitations minières un peu partout, mais par exemple, à Çanakkale, il y a beaucoup de mines d'or qui sont exploitées par des entreprises turques qui dépendent d'entreprises canadiennes. Et pour un dernier exemple international, mais il y en a des dizaines, des centaines, peut-être des milliers, au Tadjikistan, il y a des ressources pétrolières qui ne sont pas exploitées, mais dont une entreprise canadienne, encore une fois, qui s'appelle Tétis, a quasiment la main mise sur toutes ces ressources, et qui est dans un conglomérat avec deux autres entreprises, une française qui est Total et un chinois qui est CNPC. Tout ça, c'est des choses que j'ai pu lire en me renseignant sur ce type de choses, et les liens seront en dessous de la vidéo. Ça montre que, déjà, les entreprises basées au Canada, dans l'exploitation minière, c'est quand même assez violent. Ça montre aussi que la lutte de Amulsar, c'est pas une lutte qui est isolée. Et je pense qu'on gagnerait, du moins les militants arméniens, déjà, eux tentent de gagner en créant des ponts avec les autres associations de la diaspora, comme nous, et que nous, on gagnerait peut-être essayer de faire quelque chose de plus global à ce niveau-là. Et je terminerai sur cette question avec plusieurs fois on a parlé dans ces vidéos des multinationales, en tapant dessus un petit peu, beaucoup. On fait pas ça pour le plaisir, on fait pas ça pour le folklore, on s'amuse pas à taper pour se donner un style. On le fait parce que quand on regarde, Lydian International c'est une entreprise qui est
plus que douteuse, qui n'a aucune transparence, qui menace l'écologie locale, ça veut dire l'eau, l'air et les populations et les sols, ça on l'avait déjà dit dans une vidéo précédente, donc c'est quand même grave, qui utilise des méthodes également très douteuses. J'estime qu'il n'y en a pas un discours irrationnel en critiquant ce genre de choses. Oui, l'inverse serait vrai. Oui. Ce serait irrationnel de dire qu'il faut laisser Voilà. faire l'Union internationale et qu'il faut faire comme tout le monde, ce serait super. C'est des entreprises qui volent Les richesses. qui violent la nature et qui volent les pays, qui raquettent les pays, bien sûr. Merci Thomas pour cet éclairage un peu plus international qui nous permet d'inscrire cette lutte dans une perspective un peu plus large. C'était très intéressant. Merci pour tes recherches. Et je voulais en profiter pour faire un lien avec un autre cas qui cristallise beaucoup de critiques en Arménie en ce moment. C'est le cas de Veolia, qui, on le sait, aujourd'hui est chargé d'exploiter, qui est chargé de l'exploitation et de la gestion de l'eau potable en Arménie. On se rend compte finalement que la gestion et l'acheminement de l'eau potable est très déficiente, que les rénovations ne sont pas faites de la meilleure des manières, et surtout on se rend compte que le prix de l'eau ne cesse d'augmenter, et c'est finalement assez logique et assez rationnel dans une logique de marché. C'est une entreprise privée, une entreprise étrangère, et le but d'une entreprise privée, c'est de faire du profit, c'est d'être rentable, et forcément ça vient finalement les intérêts du peuple d'Arménie qui est finalement un intérêt de base, un intérêt fondamental, celui d'avoir accès à l'eau potable, se trouve confronté et vient en contradiction avec les intérêts d'une entreprise française qui plus est. Donc voilà, sur cette question-là, je pense que de manière générale, le rapport à la terre, le rapport à la nature, le rapport à nos ressources naturelles, c'est un enjeu très important des prochaines années. Et je pense qu'on ne peut pas traiter ces questions-là, on ne peut pas abandonner nos ressources naturelles à des entreprises étrangères, privées, et perdre la mainmise et toute souveraineté. Parce qu'en fait, si on perd la souveraineté sur ces choses-là, on va perdre toute possibilité de politique publique sur ces questions-là. Et je pense que ce serait extrêmement grave, parce que l'Arménie n'a pas beaucoup de richesses. Et l'une des seules richesses qu'elle a, c'est son eau, c'est sa nature, elle est telle qu'elle est, mais c'est la seule richesse que l'on a et que l'on doit préserver. Si je peux compléter sur Veolia, c'est intéressant le dernier rapport qui est sorti sur la vétusté des installations, parce que à l'époque où ça avait été privatisé, on avait été de ceux qui avaient dit que c'était du domaine du scandale, parce qu'on ne privatise pas quelque chose de stratégique comme l'eau. Et l'argument qui nous était opposé par certains, c'était de dire « oui, mais ça c'est un discours idéologique ». Parce que gérer un système de distribution d'eau, ça ne se décrète pas comme ça. Il faut faire appel à ceux qui savent le faire. On a fait appel à Veolia. Force est de constater que le système est toujours aussi vétuste, en plus d'avoir un prix de l'eau qui a augmenté et de ne plus être souverain. Donc, le vrai discours idéologique, c'est ceux de croire, et pour une partie de ce gouvernement, évidemment de ceux d'avant aussi, c'est de croire que plus on privatise, meilleur c'est. Ça n'a marché nulle part dans le monde, c'est certainement pas en Arménie que ça va fonctionner. Et ça marchera encore moins, je pense, dans ce type de pays. Oui, encore moins. Oui, en plus, oui. Donc, alors, quelqu'un veut conclure sur cette partie consacrée à l'écologie, qui est quand même... Un petit quelque chose, effectivement, qu'on a déjà dit, mais qui pour moi est quand même important, c'est que les ambassadeurs des pays concernés interfèrent dans la politique, dans l'économie, que ce soit donc les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni, qui font pression pour que Lydian puisse exploiter la mine d'or d'Amulsar, ou les ambassadeurs de France en Arménie, bon, il y a certains diplomates, je ne sais plus si c'est l'ambassadeur lui-même, mais qui font pression pour que les contrats soient respectés, que le droit soit respecté, alors que Veolia ne respectait pas complètement le droit, puisqu'on a vu qu'il y avait des cas de corruption qui étaient évidents. C'est quand même assez grave, parce que là, il y a vraiment des pays qui soutiennent des entreprises nationales. Alors, pour un intérêt purement réaliste, ça se comprend, mais c'est quand même assez douteux, et on a souvent une image de critiquer un petit peu les Russes en Arménie. Il faut comprendre que les Américains, les Canadiens, les Britanniques ou les Français, c'est pas forcément mieux, voire souvent aussi grave, peut-être parfois même pire. En tout cas, il n'y a pas de gentils, pas de méchants dans cette histoire. C'est tous pareil. Donc, en tout cas, on restera vigilant sur ces sujets, on continuera de vous informer dans la mesure du possible et d'être attentif à toutes ces questions.
qui sont très importantes pour nous chez Chaljoum. Donc là, je vais changer de thème. Je voulais faire quelques commentaires à propos du procès de Robert Kocharian, qui est en cours en ce moment en Arménie. Je ne vais pas tant développer le processus judiciaire, où on en est, etc., puisqu'il est assez compliqué en ce moment. Il y a eu, le procès s'est arrêté, il a repris, donc il est en cours. Et je ne vais pas non plus, donner mon avis sur l'opportunité des poursuites, ce n'est pas mon rôle. Par contre, j'ai lu ça et là des petits commentaires, des petites tribunes sur ce sujet. Bon, déjà au début, je voulais juste rappeler qui était Robert Kocharian, parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas. C'est l'ancien président de la République d'Arménie. Il a été président de 1998 à 2008 et il est poursuivi aujourd'hui pour fraude électorale, mais surtout pour rupture de l'ordre constitutionnel et d'atteinte à la sûreté de l'État, notamment du fait des événements de mars 2008. On se souvient, 10 manifestants ont trouvé la mort à la suite de la répression de la contestation. Alors, je lis ça et là des critiques à l'égard de la manière avec laquelle se déroule ce procès. Alors, il y a des personnes qu'on n'avait jamais entendues émettre la moindre critique à l'égard du système judiciaire en cours jusqu'alors sous l'ancien régime, qui se mettent tout à coup à pointer l'existence d'une justice politique. J'ai eu l'expression le retour des procès de Moscou, utilisé par un avocat américain. Et le juriste que je suis, je vais vous le dire, ne se plaindra jamais que l'on soit attentif au droit de la défense, à la présomption d'innocence et au droit à un respect équitable. Et ce, quel que soit le justiciable, y compris Robert Kocharian, évidemment. Ce sont des principes auxquels je pense qu'on est tous attachés à ces principes, mais permettez-moi de rire jaune lorsque je vois des personnes qui se mettent collectivement à défendre ces principes seulement lorsque des anciens dirigeants sont inquiétés. Alors, la justice en Arménie, avant, sous le régime précédent, elle était inique. Elle était corrompue jusqu'à la moelle. Évidemment, personne ne s'en émouvait. Alors, évidemment, il y avait quelques personnes qui s'en émouvaient, mais lorsque ça concernait les petites gens, c'était silence radio. Et même lorsque nos héros nationaux ont été inquiétés de manière injuste et de manière totalement inéquitable par les tribunaux, il y avait quelques organisations diasporiques qui en parlaient et qui dénonçaient cet état de fait. Donc, je pense qu'il faut nuancer les critiques qui sont apportées. Je pense qu'il y a quand même des points positifs. Aujourd'hui, en Arménie, un ancien dirigeant est injusticiable comme les autres. Et je pense que c'est quelque chose de positif. Et c'est l'un des bienfaits que l'on peut reconnaître à la Révolution. Robert Kocharian ne bénéficie pas devant la justice d'un privilège de classe. Et je trouve que c'est déjà un progrès immense. Qui aurait cru, il y a 5 ans, que Robert Kocharian, un jour, répondrait de ses actes devant la justice de son pays. Alors, évidemment, ça s'applique aussi pour Pachinian. On espère que demain, Pachinian sera injusticiable comme les autres devant les tribunaux en cas, s'il venait à commettre des faits délictueux. Je pense qu'il faut toutefois rester vigilant parce que ces critiques, je les trouve excessives. Je pense qu'il est excessif de parler des procès de Moscou parce que surtout pour les Arméniens qui ont vécu sous l'ère soviétique, les procès de Moscou, ça veut dire quelque chose, les purges staliniennes, ça veut dire quelque chose. L'expression procès politique, c'est historiquement très chargé pour les Arméniens et beaucoup en ont été les victimes. Donc essayons sur ce point-là de faire preuve de mesure et d'attendre que justice se passe, tout en ayant à l'esprit que le système judiciaire actuel est toujours un système à la solde, ou en tout cas, je ne sais pas s'il est à la solde de l'ancien régime, mais qui est un régime qui ne présente pas toutes les garanties de l'indépendance, et que l'attitude de Pachinian, qui peut paraître parfois excessive de notre point de vue occidental, peut aussi se comprendre vu l'état de la justice du pays, qui est toujours à l'état de justice corrompue et en tout cas partielle. Je ne sais pas si tu veux... Oui, non, mais très brièvement, effectivement, les deux secteurs où l'ancien régime a beaucoup d'influence en Arménie, c'est la justice, les médias. La justice, il y a tout un tas de juges qui ont été mis en place à l'époque des anciens régimes, qui ont bénéficié par un système de corruption
tout un tas d'argent, hein, tout simplement, à chaque procès. Hein. Il faisait banquer les justiciables, c'est pour ça que c'est toujours le plus riche qui gagnait, généralement. Et c'est toujours ces juges-là qui sont là, à la Cour constitutionnelle, en bas, dans les tribunaux de district et tout ça. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est la presse. C'est-à-dire que la presse, beaucoup de journaux télévisés ou pas en Arménie, sont tenus par la famille de Serge Sarkissian ou de Robert Kotcharyan, par exemple. Donc ça pose beaucoup de problèmes. Et les deux sont liés dans l'affaire d'un procès. Et pour la question des procès de Moscou, je suis bien évidemment d'accord avec ce que tu dis. En plus, je rappelle que en Arménie, on a souffert particulièrement, si on regarde les statistiques, je crois que c'est Clermont Radion qui avait fait un travail là-dessus, des procès de Moscou, des purges staliniennes par rapport à d'autres en URSS. On rappellera que des figures arméniennes ont été déportées en Goulag. Je pense à Zabel Essayan par exemple, qui a perdu la vie on sait où en Sibérie. Donc voilà, je trouve que cette expression est particulièrement forte. Et nous qui sommes justement attentifs à ce que les qualifications juridiques notamment soient utilisées à bon escient, je pense que voilà. Et pour finir, c'était effectivement la justice de classe qu'il y avait sous l'Ancien Régime. Alors je ne dis pas que c'est une justice égalitaire maintenant, il y a évidemment des choses à améliorer. Mais tous les gens qui disent à l'heure actuelle que Robert Kotcharyan, il n'est pas inculpé pour assassinat. Et pourtant, on se souvient du nombre de morts, et même pas seulement le 1er mars. Moi je me souviens de Boros Borossian, 2001, 2002, quelque chose comme ça, qui était un militant de Chêne notamment, qui est une organisation qu'on connaît bien en France, mais de Chêne au Jabark, en Géorgie, et qui s'est fait molester jusqu'à la mort dans les vestiaires, il me semble, du Paplavok, par les gardes du corps de Robert Kotcharyan, dont il avait eu le tort de saluer en présence de Charles Aznavour d'ailleurs, je le rappelle. Assassiné, qui a dit quoi que ce soit en Arménie? Qui a dit quoi que ce soit en France? Ou en diaspora? Il fallait aussi se réveiller à ce moment-là quand on veut parler d'état de droit, parce que ça l'était vraiment pas du tout avant, ça l'est un peu plus maintenant. Même si évidemment on est d'accord pour dire que c'est pas une raison pour qu'on ne soit pas vigilant à ce que l'état de droit ne soit pas respecté aujourd'hui. Évidemment on sera vigilant là-dessus aussi. Toujours. Donc là on va passer à un autre sujet. On clôt la thématique purement nationale. On va parler d'un sujet un peu plus lourd, même si les précédents l'étaient déjà, et un sujet un peu plus international, et je te donne la parole Thomas. Ouais, on va parler d'un sujet qui évolue très vite, qui est l'intervention turque en Syrie. Je précise juste qu'au moment où on filme, on est le 13 octobre, l'intervention a commencé il y a 4 jours. Entre le moment où on filme, le moment où c'est posté, le moment où vous regardez, il est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. Et entre ce que moi j'avais préparé au début pour le dire aujourd'hui et ce que je vais vous dire maintenant, ça a déjà beaucoup changé parce que la situation évolue assez vite. Je passe sur Trump a trahi les Kurdes. On le sait tous, on ne va pas parler de ça pendant 5 minutes. Personne n'est étonné. Voilà, on n'aurait pas la peine de s'apitoyer maintenant, on le sait. Je vous passe le Erdogan soutient Daesh contre les Kurdes, on le sait. Personne n'était étonné. Personne n'est étonné, on le sait. Il y a quand même plusieurs choses qu'il faut voir. L'intervention de Erdogan en Syrie, on pense que c'est pour tuer les Kurdes. C'est bien d'essayer de remettre en perspective avec plus de choses. D'abord, Erdogan n'a pas un problème avec tous les Kurdes. Il y a un problème avec les Kurdes qui sont opposés à lui. Il y a eu le soutien de beaucoup de Kurdes en Turquie pendant longtemps. Et dès qu'il y a un parti kurde qui n'était pas pro-AKP qui est arrivé, le HDP, il est devenu anti-kurde. Il est surtout anti-HDP. C'est pareil, il s'entend très bien avec certains Kurdes, notamment la partie Barzani du Kurdistan d'Irak, tant qu'ils ne demandaient pas l'indépendance en tout cas, mais il s'entend bien avec eux. Il s'entend mal avec le PKK et avec les Kurdes de Syrie qui sont proches du PKK. On ne peut pas dire que c'est exactement la même chose, on ne peut pas dire que c'est fondamentalement différent non plus. Et c'est contre eux qui cherchent à se battre évidemment. Maintenant, il y a d'autres raisons aussi à cette intervention. Et je rappelle que c'est aussi la deuxième intervention contre les Kurdes syriens de Erdogan, et c'est la troisième intervention en Syrie qu'il effectue. La première, c'était pour empêcher le rapprochement entre Efrin et l'est du Rojava, dans la région de Jarablus. La deuxième, c'était contre Efrin directement. Et là, c'est contre le Rojava. Il y a d'autres raisons que juste tuer des Kurdes. Ça serait trop facile. Il y a la volonté de réexpulser les réfugiés syriens qui sont en Turquie. Il faut reconnaître qu'il y a quand même 3 à 4 millions de réfugiés syriens en Turquie, arabes pour la plupart, sunnites, que beaucoup pensent pro-Erdogan, à tort ou à raison, peut-être à raison d'ailleurs, mais il ne m'appartient pas de le dire parce que j'en sais rien. Ces personnes, au bout d'un moment, Erdogan voudrait qu'ils retournent en Syrie.
Et son projet, c'est de les renvoyer dans les zones kurdes pour modifier la démographie. Et ça, il l'a déjà dit. Il a déjà dit dans d'autres zones d'ailleurs, à Mossoul, où il veut faire de Mossoul une ville qui n'est pas kurde, pour que ça ne soit jamais aux Kurdes. Il veut le faire dans le Rojava, et ça, c'est une politique que la Turquie fait depuis le sultan Abdulhamid. Les musulmans réfugiés du Caucase qui ont fui l'annexion russe, et les musulmans des Balkans qui ont fui les guerres balkaniques, Abdulhamid les a mis dans les zones kurdes, et surtout arméniennes, pour que les Arméniens soient minoritaires, pour qu'ils ne puissent pas demander l'indépendance, et que s'ils s'agitent, il y a des gens pour les massacrer sur place. C'est les massacres hamidiens, c'est le génocide, c'est ce que Erdogan prévoit de faire aujourd'hui avec les Kurdes de Syrie. D'ailleurs, il y a aussi mis beaucoup de réfugiés syriens dans les zones à majorité alévi. Probablement pour la même raison. Il y a autre chose qu'il faut voir, c'est que toutes ces régions qui sont occupées par la Turquie, il y a un risque, alors probablement pas qu'elles soient annexées, Erdogan ne va pas du jour au lendemain annexer les territoires syriens, mais qu'il va les occuper pendant encore longtemps. À Jarablus, on voit des affiches d'Erdogan, on voit des drapeaux de la Turquie. Je crois qu'il y a même des vidéos où on voit des écoliers qui chantent l'hymne national turc avant d'aller à l'école. À Afrin, il se passe forcément la même chose, on ne va pas être dupe. Et d'une manière générale, si on reprend la politique turque et étrangère, surtout militaire de ces dernières années, à Chypre, ça fait 45 ans que Chypre Nord est occupé et que l'armée turque n'est pas partie. En Irak, l'armée turque est présente sur un poste qui s'appelle Bashikra et que les Irakiens revendiquent et disent l'armée turque doit partir. La Turquie n'est jamais partie. Il y a eu des grosses tensions entre les gouvernements d'Irak et de Turquie, mais l'armée turque n'est jamais partie. On voit mal pourquoi l'armée turque partirait de Jarablus, d'Afrin. Voilà. Si elle avait quitté Chypre Nord. Est-ce qu'il va vraiment quitter la Syrie? Donc il y a tous ces enjeux qui sont aussi à prendre en ligne de compte. Et se limiter à juste dire Trump a trahi les Kurdes, c'est sympa, mais je pense que c'est bien d'avoir des critiques qui soient un peu plus poussées, des analyses un peu plus poussées pour avoir des vraies choses à dire et surtout des vraies choses à faire. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur les manifestations qui ont eu lieu. Il y en a eu plusieurs avant-hier, je crois, il y en a eu hier. Hier, on était présents à Paris et à Marseille. Il y avait beaucoup de monde. Je m'attendais à ce que j'ai déjà fait d'autres manifestations en soutien aux Kurdes où il y avait moins de monde. Là, ça a vraiment bien marché. Il n'y avait malheureusement pas beaucoup de représentants d'institutions arméniennes. Nous, on était présents. Il y avait d'autres Arméniens, il n'y avait pas que nous. Il y avait deux manifestations en réalité. Et les représentants de la communauté arménienne étaient à une autre manifestation. Il y a la manifestation où on était, qui était à République, organisée par des militants kurdes. Et il y avait une autre manifestation organisée par des militants non kurdes, notamment BHL, notamment Caroline Fourest et d'autres personnes. Caroline Fourest qui a fait un film sur les combattantes kurdes, et les combattantes kurdes elles-mêmes ont mis un post qui est disponible sur Facebook, où elles critiquent ce film parce que c'est pas du tout représentatif de la réalité. Je trouve un peu dommage déjà qu'il y ait des gens, je vois pas d'autres explications, si quelqu'un trouve une autre explication qui me le dise, mais que des gens se mettent en scène pour montrer qu'ils font des choses. Parce que honnêtement, si BHL, Caroline Fourest ou les autres voulaient soutenir la cause kurde, ils pouvaient aller à la manifestation des Kurdes. C'est ce qu'on fait beaucoup d'hommes politiques de gauche d'ailleurs qui sont allés soutenir les militants. Quand on fait sa propre manifestation organisée par soi, à part dire c'est moi qui me montre pour montrer que je soutiens les Kurdes, sans vraiment les soutenir puisqu'on n'est pas avec eux, moi je vois ça comme juste de la mise en scène. Je suis peut-être un peu trop radical pour certains, mais si quelqu'un peut me contredire qu'il le dise. Mais... Surtout qu'en termes, finalement, en termes de chiffres, la manifestation à République a rassemblé Enfin, je crois que c'est 20 000 personnes sont les chiffres, mais on sait que c'est toujours difficile d'évaluer. Mais en tout cas, il y avait des milliers de personnes et que la manif au Trocadéro était plus une manif d'institutionnel. Oui, ça n'avait voilà, pas vocation à rassembler le peuple. Ça n'avait pas la même vocation en fait. Voilà. Et je trouve ça dommage que les institutions arméniennes soient allées se compromettre, c'est peut-être un terme un peu violent, mais c'est celui que j'utilisais quand même, avec des manifestations d'institutionnels qui ne sont pas kurdes pour soutenir les Kurdes au lieu d'aller directement avec les Kurdes. C'est pas un bémol que je fais. Il y avait une association kurde qui co-organisait Trocadéro. C'est le centre culturel kurde de Kendal Nazan, mais qui ne fait pas vraiment l'unanimité chez les Kurdes. Et plutôt pro-irakien. Et donc, c'est bien que les pro-Barzani, à une époque, ont réellement collaboré avec je connote au maximum le terme de collaboration avec l'armée turque, parce que c'est eux qui donnaient les bases du PKK pour que l'armée turque bombarde en Irak. Mais, donc oui, la vraie manifestation kurde était à la République, effectivement. C'est pas, moi ça me choque pas vraiment. Les institutions ne sont pas ce qu'il y a de plus populaire. Voilà. Après, pour terminer, quand même, pour conclure sur une note positive, je trouve que la manifestation s'est bien passée. Il y avait du monde, il n'y avait pas que des Kurdes, il y avait des représentants de diverses communautés, les syndicats étaient présents, il y avait différents syndicats qui étaient présents. Et les partis politiques de gauche, dans leur grande diversité, de la gauche la plus alternative à la gauche la plus traditionnelle
voilà, consensuelle. Tout le monde était là et je pense que c'est quand même positif. C'est-à-dire que la cause kurde est quand même une cause qui interpelle une partie de la société civile, même si on espérerait que cela touche une audience plus large. Bon. J'ai deux choses juste à rajouter là-dessus, en plus de ce qui a été dit. Je dois rappeler que le Rojava, c'est quand même une expérience démocratique très particulière dans l'histoire du monde. C'est pas une première, mais ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Alors il y a tout un tas de défauts. Je ne vais pas faire l'apologie sans fin de ce qui se fait au Rojava, mais non, il n'empêche que c'est une expérience démocratique énorme et que c'est ça aussi qui dérange. On peut l'imaginer Trump et Erdogan évidemment, et beaucoup d'autres qui en France se disent, comme la présidence, ce qui se dit vivement opposé, mais bon, qui fera rien de plus. Voilà, premièrement. Deuxièmement, c'est tout un tas de personnes qui pourraient être tentées de dire ça va, les Kurdes, après ce qu'ils nous ont fait, c'est tant mieux pour eux maintenant. Bon, rappeler plusieurs choses, que déjà, c'est pas les quelques enfants kurdes, par exemple, qui sont morts sous les bombes, qu'on fait quoi que ce soit en 1915, que c'est aussi des Arméniens, des Alévis, des Assyro-Chaldéens, des Yézidis qui meurent, et eux non plus nous ont rien fait en 1915. Ce Khameshli, c'est quand même l'une des villes à très forte communauté arménienne en Syrie, et pourtant elle a ramassé des bombes il y a quelques jours. Et puis qu'en plus de ça, les Kurdes sont quand même particulièrement réalistes sur la question du génocide. Après les milliers de reconnaissances du génocide arménien qui ont eu lieu et les centaines d'appels qui ont été faits pour que les Arméniens reviennent vivre sur leur terre, notamment par le maire de Diyarbakir et les autres, voilà. Et de manière générale, de toute façon, l'argument qui consiste à dire on aurait un passif avec telle communauté pour leur souhaiter du malheur est un argument qu'en tout cas nous on invalide et que l'on ne partage pas. Et évidemment, comme tu le dis, cette région était aussi une région dans laquelle il y avait un multisécularisme qui était possible et qui permettait à diverses communautés, dont des Arméniens, de vivre en tout cas en plus grande sécurité qu'ailleurs actuellement en Syrie. Et tellement vivre en plus grande sécurité, menacé par l'extérieur, qu'il y a à l'heure actuelle un bataillon arménien au Rojava, notamment qui s'inspire de Noubar Ozanian dans sa lutte et qui, sur Facebook, communique très souvent avec les portraits de héros de la guerre du Rojava, de Montemelkonian notamment. On les salue s'ils nous voient et qu'on pense à eux, parce que réellement, ils ont pris leur destin entre leurs mains aussi, et qui doivent souffrir en ce moment aussi. J'ai un dernier point alors plus directement là-dessus, mais pourquoi aussi la situation a évolué ces derniers temps. Jusqu'à hier, j'étais très pessimiste sur l'avenir de ce qui allait se passer. Il faut reconnaître que la France et l'Allemagne ont fait quelque chose de symbolique, qui ne change rien sur le terrain, en tout cas pour l'instant, mais qui reste symbolique, et je pense que c'est bien de le dire parce que moi je n'y croyais pas du tout avant de le voir. Les deux pays ont décidé d'arrêter de vendre des armes qui peuvent servir à tuer des gens en Syrie. Alors, il ne s'agit pas d'arrêter tous les contrats commerciaux ni tous les contrats ou autres. Et la Turquie peut continuer à tuer des gens sans nos armes, sans souci. Ça ne coûte rien. C'est en tout cas un acte institutionnel. C'est ça. C'est symbolique, modique peut-être, mais c'est mieux que rien. Enfin, et surtout, l'Europe a tellement été paralysée par le risque, la menace d'Erdogan de lâcher des flots de réfugiés qui, pour certains, sont installés en Turquie. Ils ont des business là-bas. Je pense pas qu'ils veulent y partir d'un coup en France où ils vont être expulsés après. Mais il y a tellement eu cette menace que moi, je pensais vraiment que l'Europe ne ferait rien. Les pays d'Europe ne feraient rien. Il faut reconnaître qu'il y a eu ce petit symbole. Et je pense que c'est bien de le souligner. En tout cas, on suivra cette question avec attention, on la suit tous les jours et on en reparlera évidemment dans la prochaine vidéo. Merci pour vos éclairages. Je vais donner la parole à Caroline qui va nous parler, je crois, d'un podcast, c'est ça? Ou d'une émission de radio sur la question de la transmission intergénérationnelle des traumatismes. Enfin, tu vas en parler mieux que moi, donc je te laisse nous en dire plus. Oui, alors plus particulièrement, on va passer sur un sujet qui est susceptible d'avoir un certain engouement parce qu'on voit au sein de plusieurs populations un engouement pour les tests généalogiques. Voilà, on peut faire une analyse de notre salive et avoir un tel pourcentage de nos origines, etc. Qu'est-ce que ça inclut dans notre patrimoine génétique? Je rappelle que ces tests sont évidemment illégaux en France.
chaque individu, en fait, il faut le rappeler on subit un déterminisme de par notre génétique qui est donné par nos deux parents. Mais cette génétique peut subir des altérations tout au long de notre vie, plus particulièrement durant l'enfance et de l'adolescence, quand on est exposé à des facteurs environnementaux qui influencent cette combinaison de gènes. Et elle laisse une empreinte sur nos cellules germinales. Les cellules germinales, c'est les cellules à l'origine de ce patrimoine génétique, donc de la transmission de l'ADN à la génération suivante. On a, durant la conférence qui est disponible sur France Culture, dont le titre est « Peut-on souffrir des tragédies vécues par nos ancêtres ?», la neurogénéticienne Isabelle Moncy parle d'un cas qui est assez révélateur, qui est un cas de famille en Hollande, où les mères qui étaient porteuses d'un enfant à ce moment-là, qui ont été privées d'une alimentation, se sont rendus compte que sur la première, deuxième et troisième génération, il y a eu des cas d'obésité et de diabète. Parce que le stress durant lesquels les mères ont dû faire face a affecté leurs enfants et leurs petits-enfants. Cela démontre que l'épigénome peut être modifié au cours de la vie et que l'environnement a un effet dynamique sur ce patrimoine. Donc tous les traumatismes précoces durant l'adolescence, l'enfance peut être induit par une exposition au stress. Donc il y a une étude qui a été faite sur les effets du stress post-traumatique sur les survivants de l'Holocauste, faite par l'hôpital Monté, et de l'activation de cet épigénome. Donc, comment trouver l'activation de ces mécanismes épigénétiques et les stratégies adéquates qui les permettent de renouer avec leur passé et de surmonter ce traumatisme. On a trouvé ça intéressant de le partager avec vous parce qu'à l'heure actuelle, cette étude a été faite uniquement sur les survivants du génocide de la Shoah. Il serait intéressant de l'étudier sur d'autres victimes de génocide. Et les scientifiques ont pu remarquer que ces expositions au stress sur la première, deuxième, troisième génération ont montré des aptitudes de résistance, d'adaptation rapide aux changements et aux différents obstacles qu'elles vont faire face au cours de leur vie. Donc voilà, merci. Merci Caroline, c'était très intéressant. Je crois d'ailleurs qu'il y a une étude en cours sur les descendants des victimes du génocide arménien sur cette question-là pour tenter de prouver que la génétique et le génome des petits-enfants et des arrière-petits-enfants des victimes du génocide s'est trouvé modifié par les souffrances endurées par leurs ancêtres, et c'est quelque chose qu'on retrouve en effet pour les descendants de l'Holocauste, pour les différents crimes contre l'humanité, et c'est vrai que c'est intéressant même par exemple en diaspora, d'avoir conscience de cela, parce que ça peut expliquer certains comportements, j'en profite pour parler, pour faire un petit parallèle, c'est que sur Instagram en ce moment, il y a des féministes qui parlent notamment du manque de prise en charge psychiatrique chez les Arméniens, parce que c'est encore un tabou d'aller voir un psychologue ou un psychiatre chez les Arméniens, en Arménie comme en diaspora. Et on est une population qui est particulièrement, bah oui c'est comme ça, faut affronter nos tabous, on est une population qui est particulièrement, qui a un risque potentiel avéré, comme les juifs ashkénazes, de risques psychiatriques et de maladies psychologiques. Et donc ce serait bien que plus tard, on commence en tout cas à réfléchir à cette question-là et à la prise en charge, parce qu'en fait ça génère des traumas, un génocide, et l'exil, vivre en diaspora, ça génère des traumas, et certains ne sont pas forcément à l'aise avec ces traumas, et que ça crée des résistances psychologiques. Voilà. Oui, ce qui est important, je rebondis sur ce que tu as dit,
c'est que ces désordres psychiatriques, on n'en parle pas en famille parce qu'on pense que ça peut être réglé. Je vais reprendre un dicton que tout le monde connaît. On linge, entre guillemets, son linge sale en famille et on le considère comme un linge sale. Alors que c'est des maladies, donc ça se traite, qu'il y a un suivi derrière, qu'il faut une personne extérieure pour la soigner. Donc voilà, c'est vraiment, il faut une aide extérieure. Un appel à l'aide psychiatrique pour l'ensemble des intervenants. Merci à tous pour votre présence, merci pour vos recherches, pour vos réflexions, d'avoir partagé vos analyses. On espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous dis à très vite, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.